Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, une analyse qui vraiment défie presque toutes les statistiques éducatives. C'est complètement ça. C'est un parcours hors norme. Ben oui, parce que le point de départ, il est quand même assez radical. Imaginez un enfant élevé en zone d'éducation prioritaire, persuadé d'être bête, vraiment relégué au fond de la classe. Et le système lui promet grosso modo un échec cuisant. Une étiquette de cancre très lourde à porter. Exactement. Et pourtant, des années plus tard, ce même individu devient vice-champion du monde de lecture rapide. C'est juste hallucinant. La source qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est son ouvrage. Il s'intitule Connaissance illimitée et il a été écrit par ce fameux Mohamed Bouclé. Et la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire la substantifique moelle de sa méthode. Parce que le but central de cet ouvrage, ça dépasse largement le simple fait de lire vite. Ah oui, c'est pas juste un truc de compétition. Pas du tout. La vraie promesse de ce document, c'est de comprendre comment hacker son propre cerveau. Il s'agit de renouer avec la joie de l'apprentissage continu et surtout de briser les barrières mentales qu'on se traîne souvent depuis l'enfance. C'est pour ça que pour tous ceux qui nous écoutent et qui se sentent parfois complètement submergés par le flux d'informations aujourd'hui ou qui font un complexe par rapport à l'école, il y a vraiment des outils concrets ici. On va parler de gestion du temps, des différentes formes d'intelligence, de mémorisation. Mais avant d'en arriver aux techniques, il faut d'abord s'attaquer à un mythe fondamental, le mythe du cancre. Ouais, le fameux. Alors l'histoire commence à Saint-Ouen. Il est issu de parents analphabètes arrivés du Maghreb et ses débuts scolaires au CP sont catastrophiques. Les redoublements s'enchaînent, il passe ses mercredis chez l'orthophoniste, La lassitude s'installe du côté des profs. c'est ça. Le système envisage même de l'envoyer en CGPA dès le CE2. C'est cette filière d'enseignement général et professionnel adapté. Donc on lui colle vraiment cette étiquette indélébile. Il y a même une phrase dans le livre qui m'a glacé le sang. Laquelle? Des années plus tard, alors qu'il essaie de s'accrocher en école d'ingénieur, un de ses tuteurs en entreprise le regarde et lui lâche froidement : « Vous ne serez jamais ingénieur, monsieur Bouclé. » C'est d'une violence inouïe. Et d'un point de vue psychologique, ça illustre parfaitement un concept dévastateur qu'on appelle l'impuissance apprise ou la résignation acquise. Comment ça fonctionne exactement? En fait, quand une figure d'autorité, un prof, un parent, un tuteur, te répète sans cesse que tu es incapable, le cerveau finit par capituler. Pour éviter une dissonance cognitive constante, l'esprit intègre ce jugement extérieur comme une vérité absolue. Donc on finit par y croire soi-même, quoi. Exactement. Et la source explique très bien comment ça crée un saboteur interne. C'est une petite voix qui ne se contente pas de décourager l'effort, elle va activement orchestrer l'échec. C'est la prophétie autoréalisatrice. Tout à fait. Si un étudiant est persuadé d'être nul, ce saboteur interne va le pousser à, par exemple, organiser une grosse soirée la veille d'un examen crucial. Ah oui, pour avoir une excuse toute faite. Voilà. En cas d'échec, il pourra dire que c'est à cause de la fatigue et pas parce qu'il est foncièrement incompétent. Ça protège l'ego, mais ça étouffe complètement le potentiel. Et ce cycle infernal, il a quand même réussi à le briser. Le point de bascule dans son récit, ça se passe en CM1 avec une institutrice, Madame F. Une figure lumineuse dans son parcours. Vraiment. Elle habitait le même quartier et elle a catégoriquement refusé cette fatalité. Elle lui a imposé un cadre très strict, rentrer à 19 heures pour travailler, mais avec un système qui valorisait l'effort au lieu de sanctionner l'erreur. Et la première vraie victoire, c'est quand il s'est porté volontaire pour réciter un poème devant toute la classe. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, un principe pédagogique majeur. Les attentes positives d'une figure d'autorité améliorent drastiquement les performances de l'élève. Ça agit comme un électrochoc cognitif pour lui. Et c'est tellement pertinent globalement parce que plein d'adultes portent encore aujourd'hui les étiquettes de leur bulletin scolaire. Les trucs du genre « élève naturellement lent » ou « n'a pas la bosse des maths Des plafonds de verre totalement invisibles. ». C'est clair. Et pour détruire ça, le livre s'attaque à un autre gros morceau du système, le sacro-saint test de QI. C'est une étape primordiale de la méthode. Il faut déconstruire ce mythe du quotient intellectuel. À la base, le test d'Alfred Binet n'était pas fait pour mesurer une intelligence innée et figée. C'était juste pour identifier les élèves qui avaient besoin d'aide. Sauf qu'aujourd'hui, on s'en sert comme d'un juge absolu. Oui, et le biais majeur, c'est que ces tests ont un champ de mesure très restreint. Ils n'évaluent que deux choses. L'intelligence verbolinguistique, donc les mots, et l'intelligence logico-mathématique, la logique et les chiffres. Donc si on n'entre pas dans ces deux cases, on est direct marginalisé. Considéré comme incompétent, voilà. Et c'est là que l'ouvrage introduit les travaux formidables d'Howard Gardner sur les intelligences multiples. J'ai adoré cette partie. La théorie dit qu'il existe 9 formes d'intelligence distinctes. 9.
C'est extrêmement libérateur comme concept. Ça change tout. On parle d'intelligence visio-spatiale, kinesthésique, naturaliste, interpersonnelle, intrapersonnelle, musicale, existentielle. Et le livre souligne que chaque cerveau possède naturellement 3 ou 4 de ces intelligences de façon dominante. Pour rendre ça concret, la source relie ces intelligences au modèle VAKOG. C'est l'acronyme pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Les fameux canaux de perception. Exactement. L'olfactif et le gustatif sont très liés à l'ancrage émotionnel. Mais le secret, c'est d'identifier son canal d'entrée principal. Si l'information n'est pas formatée pour notre propre câblage neurologique, apprendre devient une torture. Et les exemples du livre sont géniaux là-dessus. Quelqu'un qui a une intelligence kinesthésique dominante, l'obliger à rester assis sur une chaise pendant 3 heures, c'est une aberration totale. Son cerveau a besoin de mouvement pour assimiler. Voilà, il faut qu'il lise en marchant ou qu'il manipule un objet comme un boulier. L'efficacité explose. Pareil pour le profil naturaliste. L'enfermer dans une bibliothèque aseptisée, ça ne marche pas. Il vaut mieux qu'il écoute un cours audio en se promenant en forêt. Ça provoque un déclic fondamental chez l'apprenant. On arrête de se dire qu'on est nul. Le problème, ce n'est pas la machine, c'est le manuel d'utilisation. On enlève la culpabilité. C'est ça, on comprend enfin comment on fonctionne. Et une fois qu'on a fait ce travail sur soi, l'auteur passe vraiment à l'action. Il pose 3 piliers pour sa méthode. Le temps, la compréhension et la concentration. Et pour hacker son temps, il met en avant un outil très connu, la méthode Pomodoro. Célèbre mais tellement efficace, inventé par Francesco Cirillo. Le fameux minuteur en forme de tomate. Le principe est d'une rigidité absolue d'après la source. 25 minutes de travail intense, puis 5 minutes de pause obligatoire. Et après 4 cycles comme ça, on prend une pause de 15 à 20 minutes. Pourquoi c'est si puissant sur le plan neurobiologique ? Parce que l'attention naturelle de l'être humain chute inévitablement après une vingtaine de minutes. Vouloir s'acharner au-delà, c'est une erreur classique qui crée de la fatigue cognitive. En s'arrêtant à la 25e minute, même si on se sent bien, on préserve ses réserves. On reste proche de l'état de flow. Exactement. Et ça a un effet démultiplicateur sur la mémoire. Le cerveau retient toujours mieux ce qui se trouve aux extrémités d'une session. C'est l'effet de primauté pour le début et l'effet de récence pour la fin. Donc en divisant 2 heures de travail en 4 petits blocs, on multiplie par 4 ces pics de mémorisation. C'est purement mathématique. C'est de l'ingénierie cognitive. Mais encore faut-il arriver à se concentrer au démarrage du minuteur. Le livre donne un exercice fascinant pour ça, celui de la pomme rouge. Oui, la fameuse préchauffe mentale. C'est tout bête, il suffit de fermer les yeux pendant 1 minute et de visualiser une pomme parfaitement ronde et rouge. Ça purge l'esprit de toutes les pensées parasites. On entre dans ce que la source appelle un état ressource. Bien sûr, il y aura toujours des distractions, ce que l'auteur nomme des sorties de route. C'est inévitable. J'ai beaucoup aimé son approche décomplexée par rapport à ça. Il ne faut surtout pas culpabiliser si on a soudain envie de regarder son téléphone. La frustration est contre-productive. La méthode préconise une approche presque clinique. On constate la distraction sans se juger. On se dit juste « Tiens, je me suis laissé distraire », on prend une grande inspiration et on revient à sa tâche. Cette neutralité permet de retrouver sa concentration beaucoup plus vite. Et une fois qu'on maîtrise cette attention, on peut passer au niveau supérieur. Mémoriser des choses impossibles et structurer sa pensée. Là, on entre dans le domaine du palais de la mémoire. Une technique très ancienne qui s'appuie sur la spatialisation. Comment ça marche au niveau du cerveau ? Tout se joue dans l'hippocampe. C'est notre GPS neuronal. Il est conçu évolutivement pour cartographier notre environnement physique. Le palais de la mémoire pirate cette fonction en associant des idées abstraites à des lieux géographiques familiers. Donc, on prend un lieu qu'on connaît par cœur, comme sa propre maison, et on y place mentalement les informations à retenir sous forme d'images loufoques. Exactement. Si on doit retenir un concept économique très aride, on peut l'imaginer sous les traits d'un monstre multicolore assis sur le canapé du salon. L'image absurde couplée à la spatialisation crée une empreinte mémorielle indélébile. Ça contourne la fragilité de notre mémoire sémantique. Et pour mettre tout ça sur papier, la source ne jure que par une seule chose, le mind mapping. La carte mentale popularisée par Tony Buzan. C'est l'arme absolue pour structurer des notes. Mais il y a des règles très strictes à respecter pour que ça fonctionne. Oui, le livre est très clair. Il faut une feuille blanche, 100 lignes, au format paysage, pour respecter le champ de vision naturel. On met le sujet au centre et on trace des branches organiques. Pas de ligne droite, ça bride le cerveau. Seulement des courbes, qui rappellent les synapses ou les branches d'un arbre.
Et interdiction d'écrire des phrases complètes, juste des mots-clés en majuscules avec un maximum de couleurs et de petits dessins simples. Scientifiquement, le mind mapping est une merveille. La prise de notes classique, de haut en bas, ça ne sollicite que le cerveau gauche, celui de la logique et du langage. La carte mentale ajoute l'espace, la couleur, la dimension visuelle. Ça réveille l'hémisphère droit, celui de la créativité. On synchronise les deux hémisphères en fait. C'est ça. Et on active d'un seul coup 7 des 9 intelligences de Gardner. On ne subit plus l'information, on devient un architecte créatif. Ce qui prépare idéalement le terrain pour le clou du spectacle, le chapitre sur la lecture rapide. Les chiffres donnés par la source font l'effet d'une claque. L'adulte moyen lit moins de 200 mots par minute. Principalement à cause de la méthode syllabique apprise au CP. Exactement. On est conditionné à déchiffrer chaque syllabe mentalement. Pendant ce temps-là, Boclet a atteint les 2400 mots par minute en championnat du monde, 12 fois plus vite. L'image utilisée dans le livre est parfaite. C'est comme conduire une calèche alors qu'on a un moteur de Formule 1 sous le capot. Et pour transformer cette calèche en Ferrari, la source détaille des techniques purement mécaniques. La première, c'est le guide visuel. Avec un stylo ou un doigt. Voilà. En lecture normale, l'œil fait des micro-saccades et revient souvent en arrière sans qu'on s'en rende compte. En suivant un guide visuel régulier, on force l'œil à adopter un rythme fluide. Mais le plus dur à éliminer, et la source insiste lourdement dessus, c'est la sous-vocalisation, le fait de lire dans sa tête. C'est notre plus grand frein. Notre voix intérieure ne peut pas dépasser environ 300 mots par minute. C'est physiologique. Pour lire plus vite, il faut couper le lien entre la vision et la voix interne. Et la technique radicale de l'auteur pour faire ça, c'est de lire en comptant à haute voix, de 1 à 10, en boucle. 1, 2, 3, 4, tout en balayant le texte des yeux. Ça sature la capacité vocale du cerveau. Il ne peut plus prononcer les mots du livre. Le cortex visuel prend le relais et se met à photographier les mots au lieu de les écouter. C'est très fatigant au début. J'imagine que ça demande une sacrée gymnastique. Et il ajoute à ça la technique du balancier, se balancer de gauche à droite au rythme des pages. Au début, je me disais que c'était bizarre, mais l'explication est logique. C'est pour occuper la partie motrice du cerveau. Quand on reste immobile trop longtemps, le corps a besoin de bouger et crée de la distraction. Ce balancement régulier verrouille la concentration physique. Mais le plus surprenant, c'est que la clé de la lecture rapide se passe avant même d'ouvrir le livre, la prélecture. Absolument essentiel. Il faut écrire 10 questions auxquelles on veut répondre avant de commencer. Ça donne un but précis. Ça programme le système réticulé activateur. C'est le filtre de l'attention dans notre cerveau. En posant des questions, on devient un chasseur d'informations. C'est pour ça que la compréhension augmente drastiquement, même à très haute vitesse. Le cerveau trie l'essentiel en temps réel et ignore le remplissage. En synthétisant tout ça, on se rend compte que l'érudition n'est pas réservée à une élite. C'est un message profondément démocratique. En remplaçant cette fameuse impuissance apprise par la connaissance de son propre fonctionnement, de ses propres intelligences, on peut faire des miracles. Que ce soit avec le Pomodoro, le mind mapping ou la lecture rapide, n'importe qui peut décupler ses capacités. Et le but, ce n'est pas de devenir champion du monde, c'est juste de s'autoriser à apprendre, oser se lancer dans un projet complexe ou une nouvelle passion sans avoir peur. C'est une vraie reconquête de sa confiance intellectuelle. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse en fait. Je t'écoute. Si on y pense bien, un simple changement de méthode, comme balayer une page avec un stylo ou compter à haute voix pour court-circuiter sa petite voix interne, permet de multiplier sa vitesse de lecture par 10. C'est un sacré bond cognitif. Absolument. Alors, on peut se demander quelles autres vies mythes, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, qu'on considère aujourd'hui comme des lois absolues de la nature humaine, ne sont finalement que de simples illusions, des blocages psychologiques et éducatifs qui n'attendent qu'à être hackés avec le bon mode d'emploi. Ça laisse vraiment songeur. On a de quoi réfléchir sur nos propres freins invisibles. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci, c'était un plaisir de décortiquer tout ça.